Un grand merci d'abord à Olivier et à tous les organisateurs de m'avoir invité à nouveau cette année. C'est un immense plaisir que de venir, et c'est aussi à chaque fois un petit défi, puisque cette conférence dont on essaye de renouveler le thème est pour nous une façon un peu de remettre en cause nos connaissances. J'ai pas d'objectif sur cette présentation, je n'ai qu'un désir et un souhait. Le désir, c'est un peu celui qu'aurait tout journaliste qui aurait découvert un livre extraordinaire ou un film extraordinaire et qu'il aurait envie de partager avec d'autres. Donc le rôle du journaliste, c'est d'essayer de rendre l'explication du film que les gens n'ont pas encore vu, ou l'explication du livre que les gens n'ont pas encore lu, telle qu'ils auraient envie de le lire ou de le voir. Donc de le rendre attrayant et attractif. Ça c'est mon désir, donc ce désir de partager cet intérêt fort pour la statistique et surtout pour partager un coup de cœur sur ce livre récent du professeur Daniel Schwartz, dont on va voir bien sûr tout au long de cette présentation le contenu dont je me suis totalement inspiré. Ça c'est pour mon désir. Mon souhait, c'est que, au terme de cette présentation, le plus d'entre vous aient envie d'aller vers ce domaine qu'est la statistique, c'est-à-dire d'aller voir ce film, d'aller lire ce livre, et de rentrer dans ce domaine qui me paraît à moi un univers dont a priori on ne devrait pas pouvoir passer dès lors qu'on travaille dans le domaine scientifique. Alors, le professeur Daniel Schwartz introduit son livre en expliquant que dans le domaine du vivant, le hasard est roi. Et il va s'efforcer tout au long de son ouvrage à décrire ce duel, ce qu'il appelle un duel, entre ce qui relève du domaine du vivant, c'est-à-dire les sciences de la vie, et le hasard. Alors en guise d'introduction, plutôt que de vous introduire ce qu'est la variabilité, j'ai préféré inviter le professeur Schwartz, que les organisateurs ont bien voulu inviter et dont ils ont assuré le transfert. Et donc on va le voir par image interposée, et c'est lui qui va nous introduire ce qu'est la variabilité avant qu'on aille ensemble un peu plus loin. Les caractéristiques d'un individu, les effets de son environnement, les hasards de la vie ne sont pas les mêmes pour tous. Cette variabilité est une évidence pour la taille, le poids, la pointure des souliers, la réaction à un microbe, le sens de l'humour, et aussi, même si c'est moins apparent, la durée de la grossesse. Certes, quelques caractères ou comportements ne sont guère variables, le nombre de têtes ou de cœurs, les effets d'un kilo d'arsenic, le rôle du poumon dans la respiration. Mais ces caractères, ces comportements ne sont pas très intéressants ou sont bien connus. Pour tous ceux qu'on a étudiés dans le domaine du vivant, la variabilité est la règle. Malheureusement, cette règle quasi absolue, on passe son temps à l'oublier, même dans les cas les plus évidents. The process or rules. Cet anglais, mon fichu, connaissait parfaitement la variabilité, et puis il l'a oublié. Comme nous faisons sans cesse les uns et les autres, vous et moi compris pourquoi c'est oublié. Ne vous ai-je pas dit que formé dans l'idée d'incertain, l'incertain nous est étranger et que même il nous inquiète. L'incertain, oui, mais alors quelle relation faites-vous entre le variable et l'incertain? Oh, ben, c'est très simple. Certains fumeurs font le cancer, d'autres ne le font pas. C'est la variabilité. Tel fumeur fera
aura-t-il un cancer ou non? C'est l'incertain. La variabilité engendre l'incertain. Encore une fois, non, restez, professeur, restez. S'il y a variabilité pour tous les caractères infiniment nombreux des individus, les individus vont être tous différents les uns des autres. Donc, un individu ne ressemblera jamais à aucun autre. bien sûr, les découvertes modernes de la génétique ont confirmé ce qu'on savait déjà. Un individu n'a jamais eu, n'a pas et n'aura jamais son double. L'individu est unique. Tenez, à propos de thé, savez-vous que l'illustre statisticien anglais Fisher a présenté ses idées sur la démarche statistique à propos d'un problème de tasse de thé. Une dame anglaise prétendait qu'en buvant une tasse de thé, elle pouvait reconnaître si on avait versé le lait avant le thé ou le thé avant le lait. Et Fisher a montré par une série d'expériences de type statistique qu'on pouvait vérifier si elle avait tort ou raison. Amusant. Mais vous parliez de l'unicité de l'individu. Oui, l'individu est unique, mais à cela s'ajoutent en plus des environnements différents et puis les hasards de la vie, ce qui fait que finalement le vivant est fait de cas particuliers. Mais professeur Schwartz, vous savez qu'il n'y a de science que du général. Alors dans ces conditions, comment peut-il y avoir une science du vivant? Eh bien voilà, il a fallu inventer une science du particulier. Science du particulier, deux mots incompatibles. Hier déjà, nous avons rencontré deux mots incompatibles, les lois du hasard. C'est le même problème finalement. Et c'est des lois du hasard, c'est-à-dire du calcul des probabilités, que devait précisément naître la solution de ce problème de science du particulier. Cette solution, c'est la méthode statistique qui ainsi a pu naître. Est-ce que cette naissance a été facile, difficile? C'est difficile, oh combien? Dans les années 1830, donc près de 2 siècles après la naissance du calcul des probabilités, un pionnier de la statistique médicale, Pierre Louis, proposait d'introduire la quantification dans le domaine de la médecine. Il fut violemment combattu aux académies de médecine et des sciences. Dire qu'un caractère se présente 10 fois sur 100 prétendait certain, c'est associer, mettre dans le même sac 100 sujets qui ne sont pas comparables en raison de l'individualité humaine. Chaque cas, objectait le principal adversaire de Louis, le docteur Double, est pour moi nouveau et distinct. Une maladie n'est pas une entité fixe et uniforme, mais une série de situations variées. Les calculs numériques et statistiques ne sont en aucun cas applicables à la thérapeutique. Aussi, devrait-on se contenter de dire que le caractère est présent souvent, rarement, dans le plus grand nombre des cas. Quant à Claude Bernard, oui, le grand Claude Bernard, il écrivait dans son introduction à la médecine expérimentale en 1856, la statistique, en médecine et en physiologie, conduit pour ainsi dire nécessairement à l'erreur. Considérons une population. J'appelle ainsi un groupe de sujets. Voilà pour l'introduction. Prestigieuse introduction. Je disais prestigieuse introduction puisque faite par le professeur Schwartz en personne. Alors le plan de la présentation sera le suivant. Et on va commencer d'emblée par la variabilité, en rappelant que d'un point de vue sémantique, il y a les statistiques et la statistique. Les statistiques étant les dénombrements de sujets, d'événements dans des populations. La statistique, c'est un mode de pensée et qui est relié directement au fait que les données de la vie ont une caractéristique essentielle qui est la variabilité. Ce que rappelait le professeur Schwartz, c'est que même si ça nous paraît, quand on y réfléchit, évident, spontanément, on a tendance à oublier cette notion de variabilité. Et ça, même les méthodologistes de métier sont obligés de se forcer pour régulièrement se rappeler cette notion de variabilité. On peut la réduire, cette variabilité, on ne peut absolument jamais la supprimer.
D'emblée, il faut déterminer une distinction entre ce qui relève de l'erreur de mesure, l'imperfection de la mesure, qui est une composante faible de la variabilité, et ce qui fait l'essentiel de la variabilité, qui est la fluctuation biologique. Donc là, dans cet exposé, on va essentiellement s'intéresser aux fluctuations biologiques, beaucoup plus qu'aux erreurs de mesure. Alors je vais essayer de vous mimer cette histoire personnelle du professeur Schwartz. Je vais essayer de mimer sa voix un peu gaulienne. Les rhododendrons fleurissent mal. J'avais fait venir un spécialiste. Le spécialiste, il est marseillais. Les rhododendrons manquent de terre de bruyère, fut son verdict. Je vous rétorquais, vous m'étonnez, regardez ce roséum élégance. C'est pourtant celui qui fleurit le mieux et je ne m'y ai pas mis de terre de bruyère du tout. Regard désolé de l'agronome marseillais. Eh, voyons, monsieur Schwartz, vous qui êtes statisticien, vous raisonnez sur un cas maintenant? Tout en rougissant d'être tombé dans le piège contre lequel j'ai mis en garde des milliers d'élèves, je notais que le spécialiste griffonnait tout de même quelques remarques sur ses tablettes. Et je lui demandais, mais qu'écrivez-vous là? Pardieu, mais que le roséum élégance se passe de terre de bruyère, bonne mère. Et là, vous raisonnez sur un cas, monsieur l'agronome. Et c'est ainsi qu'en 5 minutes, l'agronome lui aussi avait oublié la variabilité. Et c'est une tentation commune et constante. Il faut également prendre en compte que certains caractères vont varier chez le même individu, d'un moment à l'autre. Ce qui fait qu'à la variabilité entre individus, dite interindividuelle, il faudra ajouter une variabilité à l'intérieur de chaque individu, la variabilité intra-individuelle, que l'on a encore plus tendance à oublier que la première. Donc on vient de voir que l'individu diffère des autres, qu'il diffère de lui-même selon le moment auquel on l'examine, et donc on est dans le domaine du vivant, dans celui du cas particulier. Et pourtant, comme le rappelait le professeur Schwartz, il n'y a de science que du général, donc comment peut-il y avoir une science du vivant? Et c'est là qu'il faut adapter la science au domaine du particulier. Incertitude et probabilité. Donc on passe de la variabilité, comme on l'a vu tout naturellement, à l'incertitude. On est dans l'incertain à cause de la variabilité. Si tous les sujets étaient des clones, de vrais jumeaux, nous n'aurions plus ce problème. Donc nous n'aurions plus de variabilité, nous n'aurions plus non plus d'incertitude. Nous serions dans le certain. Donc adapter une science au cas particulier, c'est inventer une science de l'incertain, lequel, par principe, échappe à toute loi. Et donc le défi de la statistique, c'est de créer une loi et qui sera basée sur le concept de la probabilité. Donc dès lors que l'on s'intéresse à la statistique, donc à la variabilité, on est implicitement amené à réfléchir en termes de probabilité. Vous savez que l'incertitude n'est pas en tout ou rien. Elle se présente sous forme de degrés. Un événement, on dit qu'il est plus ou moins certain, plus ou moins probable. La probabilité va de 0 à 1, comme vous savez, de 0% à 100%. L'exemple ici est basique, mais juste pour vous le rappeler, sur un jeu de cartes de 52 cartes, la probabilité de tirer un as, puisqu'il y a 4 as, ce sera le rapport de 4 sur 52. Il y a donc environ 8%, une probabilité de 8% de tirer un as parmi les 52 cartes. On est donc dans des valeurs faibles. Par contre, si la probabilité que l'on recherche, cette probabilité est de tirer une carte de couleur rouge, elle sera de 26 sur 52, donc de 1 sur 2. 1 demi, 8% versus 50%. Un point important qu'on va revoir à plusieurs reprises, c'est la prise en compte du fait que l'on est dans un monde d'ignorance et que l'on va sans cesse essayer de réduire cette ignorance. Mais malgré tout, les imperfections de la méthode seront liées à cette part d'ignorance qui restera. La probabilité qu'un événement se produise n'est pas figée. Elle dépend des informations dont on dispose. Quelle est la probabilité
de mourir demain. La probabilité de mourir, elle est de 1. Si on n'a aucune information sur l'âge du sujet, son état de santé, la probabilité sera de 1. En revanche, si on a une information plus précise, il s'agit d'un sujet de 112 ans, on pourra penser que la probabilité sera plus proche de 1 que de 0. La probabilité d'un jeune enfant en bonne santé, elle sera beaucoup plus faible qu'il meurt demain. Donc la probabilité, la précision de la probabilité et sa mesure dépendra de l'information dont on dispose. Et donc on va raisonner ensuite sur des groupes de cas identiques. Les cas qui ont tous, a priori, la même probabilité. Ils ont cette même probabilité du fait de notre ignorance. C'est parce que l'on ignore un certain nombre d'informations qu'on les regroupe dans le même groupe. Vous vous rappelez que, ce que disait le professeur Schwartz, les lois du hasard, ce sont des lois, non pas de certitude, mais des lois d'incertitude. Et on va le voir tout au long de la présentation, et vous le verrez tout au long de votre vie en matière de statistiques, on est dans des lois d'incertitude. Petite anecdote historique, on va en voir quelques-unes au cours de la soirée, jusqu'à 11h. Le chevalier de Méret était un joueur, un pénitent, et il essayait bien sûr de gagner tous ses paris. Il s'arrangeait toujours pour avoir des jeux dont la probabilité était légèrement supérieure à 50, qui laissait penser à ses adversaires que c'était un jeu équitable, mais lui il s'arrangeait pour que ce soit un peu supérieur de façon à ce qu'au fil du temps, il gagne. Et donc il avait mis en point un jeu, un de ses paris, qui était de sortir au moins un 6 en lançant 4 dés. Et si vous faites le calcul de cette probabilité, la probabilité de gagner est de 51,77%. Donc il va perdre un certain nombre de fois, mais il va gagner, et au total il va gagner un petit peu plus. Donc il va gagner. Et puis peut-être l'âge aidant, il avait mis en place un autre pari, qui était de lancer 2 dés 24 fois, en pariant sur l'apparition de 2, 5 au moins une fois. Et là, à sa grande erreur, la probabilité était inférieure à 50%, était de 49,14%. Et la légende veut que ce chevalier de Méret ait fait sa fortune sur le premier jeu et qu'il se soit ruiné en appliquant son deuxième jeu. Ce même chevalier Méret a un jour posé un problème à Blaise Pascal. Il s'agissait du problème suivant. 2 joueurs font une partie pile ou face, et le gagnant sera celui qui obtiendra le premier 3 résultats conformes à leur prédiction. Et la partie va comporter plusieurs manches. Les joueurs commencent, et à la fin de la première manche, pour une raison indépendante de leur volonté, ils sont obligés de s'arrêter de jouer. Or, ils ont misé. Et donc la question posée par Méret à Blaise Pascal était la suivante: comment rendre les mises de jeu de façon équitable aux 2 joueurs, du fait que l'un des joueurs avait gagné la première manche, mais que les 2 autres manches n'avaient pas été jouées. Et donc Pascal a trouvé la solution, il a voulu l'exposer à son ami Fermat. Ce jour-là, Pascal était malade, et donc il n'a pas pu se déplacer chez Fermat, et il lui a envoyé un courrier. Et c'est grâce à cela qu'on a conservé cette lettre, qui date du 29 juillet 1754, et qui est considérée historiquement comme la lettre qui établit les fondements du calcul des probabilités. Description versus recherche. Ça, c'est un point essentiel. C'est une classification un peu artificielle, mais qui est très utile et qu'il faut considérer comme pragmatique, de classer les problèmes en problème de description et en problème de recherche. La description, classiquement, porte sur un caractère. La recherche sur 2 caractères ou plus de 2 caractères. On va s'en tenir à cette dichotomie très simple, mais qui, vous allez le voir, permet de clarifier les choses. Prenons un exemple. Les mauvaises langues prétendent qu'un statisticien s'est noyé dans un cours d'eau dont la profondeur moyenne était de 20 cm. Et il savait nager. Eh bien, non, il ne savait pas nager, pardon. Et en fait, c'est que l'explication, c'est qu'à l'endroit où il souhaitait patauger dans 20 cm d'eau en moyenne, ben à cet endroit-là, la profondeur atteignait 2 mètres.
C'est l'explication que ce statisticien, bien que statisticien, avait là aussi, lui aussi, oublié la notion de variabilité. Il faut savoir, et ça a été rappelé tout à l'heure par le professeur Schwartz, c'est que ces notions, aujourd'hui qui nous paraissent évidentes, de décrire des résultats en termes de moyenne ou de pourcentage, qui sont aujourd'hui évidentes, ont rencontré des résistances importantes, et l'un des pionniers, en tout cas considéré comme un des grands pionniers de la statistique, de la méthodologie en général, c'est M. Pierre-Louis, qui est assez peu souvent cité, parce qu'il a laissé assez peu de tests à son nom, mais il est un des grands fondateurs de la méthode. De la même façon, comme c'était rappelé, la notion de taux, le rapport numérique, un numérateur sur un dénominateur, était quelque chose de quasiment hérétique à une certaine époque. Et les arguments contre, en particulier comme le docteur Double, c'était de dire que les calculs numériques et statistiques ne sont d'aucune manière applicables à la thérapeutique parce que la thérapeutique ne s'applique qu'à des cas particuliers. En fait, les promoteurs de la statistique étaient pris à leur propre raisonnement, à savoir qu'ils se retrouvaient pris à l'argument qu'ils essayaient de défendre. Comme on le disait tout à l'heure, la probabilité et la mesure de la probabilité sera fonction des informations dont on dispose. Ou plus exactement, l'imprécision de la probabilité sera fonction de notre méconnaissance sur le sujet. Et on va considérer que des sujets seront tous pareils selon notre état d'ignorance. Ils vont donc à ce moment-là constituer un groupe qui à nos yeux sera homogène aux yeux de nos connaissances. Et on en arrive naturellement à la notion d'échantillon. Et qui dit échantillon dit intervalle de confiance. Les fluctuations d'échantillonnage, vous savez tout ce que c'est, aucun souci avec ça. Le fait que dans une population, lorsqu'on extrait un échantillon, l'échantillon extrait ne sera jamais le même d'une fois sur l'autre. Ces fluctuations d'échantillonnage sont totalement imprévisibles. Et cette imprévisibilité est liée au hasard, à nouveau ce fameux hasard. Donc qu'est-ce qu'on pourra dire de la population générale que l'on ne connaît pas à partir d'un échantillon dont on sait que la constitution sera dépendante du hasard? Eh bien, c'est la méthode statistique, encore une fois, qui apportera la solution sous forme de l'intervalle de confiance, que l'on pourrait aussi baptiser intervalle de méfiance, classiquement appelé la fourchette. La certitude d'une valeur est impossible. Donc la seule solution et le seul échappatoire, c'est de proposer un intervalle de méfiance, pour ça que j'appelle de méfiance, puisque à cet intervalle est assorti automatiquement et systématiquement un risque que l'on consent de prendre. Le risque consenti est attaché à l'intervalle de confiance. Il n'y a pas qu'un seul intervalle de confiance, il y a une infinité d'intervalles de confiance en fonction de la prise de risque que l'on consent. Alors dans certaines situations, et on le fait assez peu souvent malheureusement, on pourrait tenter de chiffrer, pas seulement en termes de coût, mais en termes de coût au sens large, l'erreur commise dans l'intervalle. Et en parallèle, dans l'autre côté de la balance, l'intérêt apporté par la dimension. Et donc dans cette balance, coût de l'erreur et intérêt de la dimension de l'intervalle de confiance, on pourrait essayer de fixer le risque consenti. Généralement on ne le fait pas, on a la flemme et on s'en débarrasse, et on adopte une habitude un peu consensuelle qui est de prendre le risque de 5%, qui est considéré comme raisonnable. Alors pourquoi ce 5%? D'abord parce que c'est un petit risque, considéré comme plutôt petit, qu'il est calculable facilement avec une formule accessible, c'est un chiffre rond, et qu'en plus, comme il est né de la notion de jeu et de pari, il correspond à la cote de 20 contre 1. Et donc à une certaine époque, on ne raisonnait pas en pourcentage, mais en cote, et donc la cote de 20 contre 1, c'est là aussi un chiffre rond qui correspond à 5%. Ça c'est les raisons historiques du 5%, mais il n'y a aucune autre raison
de prendre 5% dans l'absolu. Cet intervalle de confiance a été imaginé dès 1789, c'était en soi une révolution, par Laplace, et puis ça a été ensuite développé par Poisson, dont vous connaissez la loi, un peu plus tard, dans les années 1830, et développé dans le domaine médical seulement beaucoup plus tard par Gavaret. En fait, Poisson à l'époque n'avait pas pris 5%, il avait pris 5 pour 1000, il était beaucoup plus exigeant avec lui-même, et 5 pour 1000, il avait pris en fait une fourchette de pari à 212 contre 1. 5 pour 1000, ça aurait été 200 contre 1, mais pour des raisons de calcul, de facilité de calcul, il avait pris un risque de 212 contre 1. Ça, c'est pour une petite aparté historique. Vous savez probablement tous comment est-ce qu'on calcule un intervalle de confiance, et si vous ne le savez pas, vous savez comment le faire, par quelqu'un d'autre ou par un ordinateur. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que la dimension, l'écart de la fourchette, de l'intervalle, dépendra seulement de l'effectif de l'échantillon. Ce que j'ai mis au-dessus, il ne faut pas davantage de sujets pour un sondage effectué dans la population chinoise que dans celle de Mayotte. Quelle que soit la taille de la population de référence, l'intervalle de confiance ne dépend pas de cette taille, il dépend de la taille seulement de l'échantillon. Alors quels sont les pièges de l'interprétation de cette fourchette? Eh bien d'une part, il est faux d'imaginer que la vraie valeur est certainement dans l'intervalle de confiance. Ça n'est pas vrai. On ne peut pas dire la vraie valeur dans la population générale se trouve dans ma fourchette. Et l'autre chose qu'on a déjà dit, c'est qu'il n'y a pas une seule fourchette, mais une infinité d'intervalles qui correspondent aux différents risques possibles que l'on peut prendre. Et là on en arrive à un autre piège. On va l'exprimer sous forme d'une histoire médicale. Un chirurgien qui est auteur d'une nouvelle technique opératoire voulait s'assurer du bien fondé de cette nouvelle technique. Il écrit alors aux 1000 premiers patients qui ont bénéficié de cette technique. Il reçoit 100 réponses, et sur ces 100 réponses, 75 réponses sont très satisfaits, et 25 non satisfaits. Et donc sur cet échantillon, il a 75% de réponses satisfaites. Et comme il sait calculer un intervalle de confiance, lui aussi, il va donner cet intervalle de confiance, il va le calculer, ce sera de 66 à 84%. Donc il dira 66 à 84% au risque de me tromper de 5%, il avait pris un risque à 5%, au risque de me tromper de 5%, 66 à 84% des sujets sont satisfaits par ma nouvelle technique opératoire. Ça vous va comme conclusion? Pourquoi? Milly, tu veux nous mettre un peu de lumière, s'il te plaît? Vous êtes d'accord? Il y en a peut-être 900 qui sont morts. Hein? Que s'est-il passé des 1000 moins 100 patients? Peut-être sont-ils tous morts de l'opération. Donc le taux de succès serait plus de 75 sur 100, mais il serait alors de 75 sur 1000. Et donc son intervalle de confiance, qu'il a calculé proprement, aurait absolument aucun intérêt, serait totalement absurde. Donc, on en arrive à cette conclusion, c'est qu'une fourchette, un intervalle de confiance, n'a de sens que s'il est estimé à partir d'un échantillon, je vous le disais, un échantillon, c'est marqué, merci, mais qu'est-ce que la représentativité? Et vous allez voir que représentativité est automatiquement liée au tirage au sort. Si l'échantillon que l'on tire va systématiquement différer de la population pour un caractère, ou au moins un caractère, et dans la mesure où un caractère n'est jamais seul, il est toujours lié
à une multitude d'autres paramètres, on va faire en sorte que l'échantillon va complètement différer de la population pour de nombreux caractères, et peut-être, parmi ces caractères, peut-être précisément pour celui que l'on est en train d'étudier. On dit que l'échantillon est biaisé. On croit aussi parfois qu'un échantillon est d'autant plus représentatif qu'il est grand. C'est complètement faux. Un échantillon, aussi petit soit-il, sera représentatif s'il résulte d'un... J'ai pas entendu. Tirage au sort. D'accord ? Donc la taille de l'échantillon n'interviendra pas sur la représentativité, par contre, la taille de l'échantillon interviendra sur l'écart de l'intervalle de confiance, sur la fourchette, d'accord ? Mais pas sur la représentativité. Donc naturellement, on en arrive au tirage au sort. Pour éviter ce fameux biais que l'on a vu, il faut que le fait d'inclure un sujet dans l'échantillon, de le prendre, se fasse de façon indépendante de toute caractéristique du sujet. Il faut que ce soit fait complètement, on le dit, en aveugle. Et la seule façon de faire les choses de façon indépendante, on en revient toujours à la même chose, c'est d'utiliser le hasard. Toujours ce fameux hasard dont on essaye de lutter depuis le début et en fait qui sera notre premier soutien. C'est avec lui qu'on va travailler en permanence pour s'en défaire. Donc la solution du hasard dans l'extraction d'un sujet d'une population, dans un échantillon, c'est le tirage au sort. Donc un échantillon sera représentatif seulement si il est tiré au sort dans la population. Le hasard, c'est quelque chose de très ancien. Hein. Les Grecs tiraient au hasard les magistrats, les généraux. À une époque, en France, on tirait au hasard les conscrits pour partir en guerre. La fameuse histoire du mouche qu'on va tirer au sort pour savoir qui, à la courte paille, pour savoir qui va être mangé sur le bateau. Donc la notion de hasard, pour tirer au sort de façon indépendante de toute caractéristique, est quelque chose de très ancien dans l'histoire de l'humanité. Et son objectif, encore une fois, c'est de désigner un sujet indépendamment de toutes ses autres caractéristiques. Et là encore, Laplace a eu un rôle important. Dès 1783, il évoquait la notion de tirage au sort, et la méthode d'échantillonnage a commencé à être proposée au début du XXe siècle, et elle a vraiment été utilisée au moment des élections aux États-Unis dans le cadre des sondages d'opinion. Et une anecdote intéressante, c'est que le 3 novembre 1936, Roosevelt a été élu président des États-Unis. Et bien, si vous prenez les archives de cette époque, vous apercevrez que les sondages d'opinion donnaient son concurrent, Landon, gagnant de loin. Il était donné gagnant par le biais d'un sondage qui avait été fait sur plus de 2 millions d'Américains en âge de voter. C'est un gros échantillon, on est bien d'accord. Donc la taille de l'échantillon est importante. Encore une fois, on a vu que la taille n'y faisait rien en termes de représentativité. Et en fait, les sujets qui avaient été interrogés avaient été tirés au sort parmi les abonnés au téléphone. C'était une enquête téléphonique, une des toutes premières enquêtes faites par téléphone. Donc tirage au sort sur les abonnés téléphoniques, erreur magistrale, biais évident. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que on peut considérer que 2 millions parmi les abonnés, c'est un échantillon représentatif. S'il a vraiment été tiré au sort, ça voulait dire que la majorité des abonnés au téléphone étaient pour Landon et pas pour Roosevelt. Mais tous les Américains n'étaient pas abonnés au téléphone. Et donc finalement, c'est Roosevelt qui a remporté les élections. Donc on en arrive à la notion de comparabilité. Représentativité, tirage au sort, il va falloir pouvoir comparer. Prenons l'exemple
d'un jeune accoucheur qui a fait pour sa thèse un travail qui réunissait 1000 cas. Il voulait voir si le fait que les femmes accouchent en présence d'un accoucheur ou sans accoucheur professionnel changeait l'issue de l'accouchement en termes de cas de complications, de cas simples, pardon, en haut, et en termes de complications, de non-complications. Donc il avait 500 femmes qui avaient accouché en présence d'un accoucheur, parmi lesquelles 20 avaient manifesté des complications, 500 autres femmes qui avaient accouché sans accoucheur, parmi lesquelles 60 avaient manifesté des complications. En termes de taux, on compare 4% à 12%. Conclusion, regardez pas la suite. « 4%, 12%. Regardez là. Regardez pas là. Qu'est-ce que vous concluez? Regardez-moi. Il y a une différence. Une différence, hein? Dans quel sens? Sans accoucheur, il y a Il y a plus de complications sans accoucheur. Donc, recommandation? Voilà. Vaut mieux un accoucheur ou une accoucheuse. Bon. Mais quel est le taux vrai dans la population? Parce que les 500 femmes qui ont accouché en présence d'un accoucheur, c'est un échantillon. Un échantillon parmi toutes les femmes qui ont accouché avec un accoucheur. Et ce n'est que 500. Donc comme on a trouvé 4%, on ne devrait pas raisonner sur 4%, on devrait raisonner sur l'intervalle de confiance autour de 4%. Au risque de, qu'est-ce que vous prendriez comme risque? Bon, on va prendre 5%, comme on le fait souvent. De la même façon, les 12% devraient être exprimés sous forme d'un intervalle de confiance autour de 12%. Et donc c'est en comparant ces deux intervalles de confiance, d'abord en les observant, rien qu'en observant les intervalles de confiance, vous aurez beaucoup d'informations. Et puis, finalement, vous allez effectuer ce que l'on appelle un test statistique. Vous allez tester si la probabilité que cette différence observée soit liée au hasard, ou au contraire à une réalité qui fait que le fait d'accoucher sans accoucheur entraîne plus de complications. La réponse de ce test montre que si le vrai taux de complications était le même avec ou sans accoucheur, c'est ce que l'on appelle formuler l'hypothèse nulle, l'hypothèse autour de laquelle, sous laquelle il n'y a pas de différence. Donc s'il n'y avait pas de différence entre le fait d'accoucher avec ou sans accoucheur, eh bien on aurait eu moins de 1 chance sur 100 000 d'observer ce résultat. Et comme la chance d'observer ce résultat aurait été tellement faible, 1 sur 100 000, on considère qu'il n'est pas possible, la probabilité que les deux pourcentages soient identiques, proviennent de populations dont les pourcentages sont identiques, est impossible. Donc on en conclut que les pourcentages qui sont derrière dans les populations réelles sont différents, statistiquement différents. Pour autant, est-ce qu'on peut en conclure que l'on doit faire appel à l'accoucheur? C'était votre conclusion, hein? C'est votre recommandation? Donc, 4 versus 12, bon, on passe par les intervalles de confiance, on fait un test, on s'aperçoit que le test est largement significatif, hein, un petit p qui est inférieur à 1 pour 100 000, donc on en conclut qu'il y a réellement une différence entre le fait, en termes de complications, entre le fait d'accoucher avec ou sans accoucheur. Est-ce que pour autant on va recommander de faire appel à l'accoucheur? Spontanément? Oui, bon, spontanément. Au terme de sa thèse, ce jeune accoucheur avait envie de répondre oui. En fait, les vrais résultats de cette enquête ne sont pas ceux qu'on a annoncés au tableau, mais c'est le contraire. Il y avait en fait 60 complications ici, 20 complications ici, c'est-à-dire 12% avec accoucheur et 4%
sans accoucheur. Ça, c'est le vrai résultat de son enquête. Donc le taux de complication était plus élevé si on faisait appel à un accoucheur. C'est assez embarrassant. D'accord? Alors imaginez que ce soit ces résultats. Ce sont ces vrais résultats. Dans la littérature dont a été extrait cet exemple, ce sont les vrais résultats. Ce jeune accoucheur s'est aperçu qu'il y avait 12% de risque de complications quand on accouchait avec un accoucheur et que c'était statistiquement significativement plus élevé que les 4% de risque sans accoucheur. Alors dans ce cas-là, vous auriez tendance à dire, recommander surtout accoucher sans accoucheur, c'est ça? Si je vous suis par rapport... D'accord? D'accord? Donc on va recommander maintenant, surtout pas d'accoucheur. La raison, c'est qu'on faisait appel à l'accoucheur, justement, quand la situation se présentait dans de mauvaises conditions. Et donc du coup, bien sûr, le risque était plus élevé que les complications surviennent. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les deux groupes, avec et sans accoucheur, n'étaient pas comparables. D'accord? On va passer très vite, mais juste pour vous dire que le même raisonnement se fait en matière de justice. Le même raisonnement se fait entre un test statistique et le jugement d'un inculpé. C'est exactement la même chose. En matière de justice, on a une politique du risque consenti. On sait qu'il y a une balance entre envoyer le moins souvent un innocent à l'échafaud, mais la balance, éviter de relaxer un coupable. On est toujours dans cette balance, et ça relève de la statistique. Donc les méthodes qu'on applique, nous, en matière de médecine ou de santé, sont exactement appliquées de la même façon en matière de justice. Sauf que quand il y a une peine de mort dans un pays, la conséquence est directe. On peut envoyer à tort à l'échafaud, ou au peloton d'exécution, un innocent. Comme on peut aussi relaxer à tort un coupable, un assassin. Le raisonnement est exactement le même. Donc vous avez vu les difficultés qu'il y avait tout à l'heure pour conclure devant un résultat. Pour conclure, il fallait qu'on ait absolument cette comparabilité. Maintenant, une fois qu'on a conclu, comment va-t-on conclure à la cause entre deux facteurs? On dit qu'un facteur, en termes de probabilité, est causal s'il provoque une augmentation de probabilité de l'événement. Ça, c'est la définition princesse d'un facteur causal. Et c'est le test statistique qui va nous permettre de conclure au fait que l'augmentation de la probabilité de l'événement est réelle ou le fruit du hasard. D'accord? Et on a vu que dans le cadre de notre jeune accoucheur, de sa thèse, que pour aboutir à une conclusion, il fallait s'assurer d'un minimum de comparabilité. Maintenant, est-ce que la comparabilité est une condition suffisante pour permettre ce que l'on appelle l'imputation causale? Reprenons l'exemple de notre jeune accoucheur. Avec les vrais résultats qu'il avait eus, c'est-à-dire le fait qu'il y ait eu 12% de complications avec accoucheur et 4% sans accoucheur. Est-ce qu'on peut conclure que les 12% de complications sont liées à la présence de l'accoucheur? Est-ce que la cause des complications est liée au fait qu'il y ait eu un accoucheur? Oui, non, pas forcément. Le problème, c'est que dans cet exemple, le jeune accoucheur, il n'a pas décidé qui allait accoucher avec un accoucheur et qui allait accoucher sans accoucheur. Si on prend le classique exemple des fumeurs et du cancer du tabac, quand on fait une enquête de ce type-là, dite rétrospective, on va regarder, c'est pas nous qui décidons qui va fumer, qui ne va pas fumer.
Or, pour pouvoir conclure à la causalité, il faudrait pouvoir tirer au sort, dans la population, au hasard, des sujets, et on va dire, celui-là, par hasard, on va le mettre dans le groupe, cette femme-là, enceinte, on va la mettre dans le groupe, accouchera avec un accoucheur. Et puis celle-là, hop, au hasard, on va la mettre dans le groupe, accouchera sans accoucheur. Auquel cas, on aurait pu conclure en termes de causalité. Donc, la non-comparabilité des groupes va rendre l'imputation causale absolument impossible. C'est une erreur monumentale que de conclure à la causalité si l'on n'est pas assuré de la comparabilité des groupes. Retenez ça, c'est essentiel. L'imputation causale, à la suite d'une simple enquête d'observation, c'est pas vous qui avez expérimenté, c'est pas vous qui avez imposé et choisi le facteur au sujet. Ils se sont retrouvés de cette façon-là, de par votre observation. Vous êtes en position d'observation, pas de recherche. À la suite d'une simple enquête d'observation, l'imputation causale est une erreur grave et courante, que vous trouvez y compris publiée dans la plus grande littérature, et qui est commise en fait presque par réflexe. De la même façon qu'on oublie par réflexe la notion de variabilité, on oublie cette notion essentielle qu'une enquête d'observation ne permet jamais de conclure en termes de causalité. Une histoire qui avait montré que un risque était plus élevé de cancer chez ceux qui avaient une cholestérolémie basse. Dans la population, on s'aperçoit que quand on a une cholestérolémie basse, on a un risque plus élevé de cancer. Alors après toutes les campagnes qu'on nous a fait sur le beurre allégé, réduction de la cholestérolémie, la surveillance en matière d'hypercholestérol, on ne comprend plus. Et on se dit qu'heureusement que les médias ne sont pas tombés sur cette information, puisqu'ils auraient bien sûr critiqué largement les épidémiologistes. En fait, le point c'est que les sujets qui étaient atteints de cancer, mais pas encore diagnostiqués, pas en phase d'être diagnostiqués, présentaient déjà une cachexie, c'est-à-dire une hypercholestérolémie. Donc en fait, dans ce cas présent, la baisse du cholestérol, non seulement n'est pas la cause du cancer, mais c'en est la conséquence. Donc à l'extrême, non seulement on ne peut pas conclure, mais parfois on est amené à conclure à l'envers, à prendre la cause pour la conséquence. Même chose dans les enquêtes de travail, de médecine du travail, c'est aperçu que les gens qui étaient affectés à des postes difficiles, pénibles, avaient une mortalité plus faible que le personnel qui travaillait dans les bureaux, qui avait moins d'heures de travail, qui avait plus de week-ends, plus de vacances. À n'y rien comprendre, c'est pas la peine. Et là aussi, c'est parce que il y avait une auto-sélection de la part des sujets et également une sélection par la médecine du travail qui n'avait retenu à ces postes difficiles que des sujets forts, en bonne santé, qui bien entendu avaient une mortalité plus faible. Donc encore une fois, une enquête d'observation peut aboutir jusqu'à l'erreur extrême, c'est-à-dire à 180 degrés, à l'opposé, qui est de prendre l'essai pour la cause. Alors, 70% des gens de moralité, ne vous couchez pas. D'accord? C'est ça, hein? Un autre exemple. On s'est aperçu, ça c'est vrai, dans des statistiques de la sécurité routière, que, à propos des accidents mortels sur les autoroutes, que 8% des accidents mortels survenant sur les autoroutes étaient liés à des gens qui prenaient l'autoroute en sens inverse. C'est arrivé encore récemment, la semaine dernière, dans l'actualité. Et donc, 8% des accidents mortels sur autoroute surviennent lorsque les gens prennent l'autoroute en sens inverse. Par conséquent, 92% des accidents mortels sur autoroute surviennent lorsque les gens conduisent dans la voie normale. Conclusion. Mieux vous rouler en sens inverse? D'accord? Non, laisse. Donc la solution de tout ça, encore une fois, c'est le hasard qui va nous sortir d'affaire à travers le tirage au sort. Et si on veut constituer des groupes
comparable, si on veut obtenir cette comparabilité, on sera obligé à nouveau de faire appel au tirage au sort. C'est le tirage au sort qui fera qu'un sujet sera placé dans le groupe A ou placé dans le groupe B, et ce, de façon indépendante de toutes ces autres caractéristiques. Le tirage au sort, ça s'appelle la randomisation, ça vient d'un mot anglais random, lui-même qui vient d'un mot qui veut dire hasard en anglais, et ce random vient aussi d'un mot français, en amont, qui était randon, d'où est dérivé le mot randonnée. C'est le fait de marcher au gré de son désir. Voilà. Le randon, c'était se déplacer, aller se balader au hasard. Donc randon a donné random, qui a donné randomisation. Donc pour éviter ces fameux biais, on tire au sort, et tirer au sort va nous éviter cette différence systématique, ce que l'on appelle cette erreur systématique, c'est-à-dire ce biais. Alors une petite phrase de Fischer, qui est quand même un maître en matière de statistique, il disait que si l'on a constitué les groupes par tirage au sort, on peut conclure à la causalité avec le risque d'erreur et le degré de signification du test statistique utilisé. D'accord? On recommence. Si et seulement on a constitué les groupes par tirage au sort, donc comparables, on peut conclure à la causalité, à l'imputabilité causale, mais toujours avec ce risque d'erreur. Le risque d'erreur consenti et le degré de signification que le test statistique nous donnera. Lisez les trois dernières lignes. Si les groupes A et B qui ont reçu des médicaments différents, mais qui n'ont pas été constitués par tirage au sort, eh bien, la différence obtenue, que l'on puisse conclure que les chances de guérison ne sont pas égales, d'aucune façon on ne pourra conclure que cette différence de guérison est due au traitement. Ça c'est important. Si vous n'avez pas ce tirage au sort et cette comparabilité des groupes, la différence que vous allez obtenir, vous aurez une différence entre des sujets qui ont pris le médicament A versus des sujets qui ont le médicament B. Le test statistique sera significatif, et bien vous ne pourrez à aucun moment dire cette différence significative, cette guérison, cette meilleure guérison avec A plutôt qu'avec B, est liée au traitement. Elle peut être liée à n'importe quoi d'autre. Et donc vous aurez fait un travail pour vous amuser. Donc pour rien. Alors prenons un exemple, un autre. Sur un échantillon tiré au sort, je dis bien tiré au sort, dans une population de femmes qui sont venues accoucher dans une maternité. Une maternité, les femmes viennent accoucher, vous tirez au sort les femmes qui viennent accoucher. Faites un échantillon, tirez au sort, et on va observer un taux plus élevé d'enfants prématurés chez les femmes qui ont auparavant, au cours de leur grossesse, effectué des travaux difficiles. D'accord? Vous voyez le plan d'étude? Une maternité, des femmes qui viennent accoucher, on les tire au sort, parfaitement tirées au sort, et on s'aperçoit que on a, chez celles qui effectuent des travaux pénibles, un taux de prématurité plus élevé que chez celles qui n'ont pas effectué de travaux pénibles. Question: le travail pénible est-il la cause de la prématurité plus élevée? Ah non. Maintenant, il y a une relation. Une relation. Et pourquoi c'est pas une cause on a tiré au sort cette fois-là? On a bien suivi les bonnes procédures. Ouais. D'accord. Tu veux nous le redire pour le sort? On n'a pas tiré au sort celles qui ont fait un travail pénible. Pour s'enregistrer. Jean-Bernard Duchemin.
Donc effectivement, la conclusion qui était de dire cette imputation causale est possible puisqu'il y a eu tirage au sort est fausse. Il aurait fallu constituer deux groupes de femmes comparables. Un groupe de femmes soumises aux travaux pénibles, les autres non soumises. Point de vue éthique, on oublie, hein. D'accord ? Et on aurait fait un tirage au sort à l'intérieur de ces deux groupes. Là, d'accord. Donc que l'échantillon, le fait que l'échantillon ait été tiré au sort dans une population initiale permet seulement d'extrapoler de l'échantillon vers la population d'origine. Mais la relation que l'on constate, tant est qu'elle est significative, ne pourra être conclusive en termes de causalité d'aucune façon s'il n'y a pas eu de tirage au sort au niveau de l'exposition. Et donc on en arrive à cette notion de double tirage au sort. Un tirage au sort à l'intérieur de l'échantillon, qui va assurer la comparabilité des deux groupes, et qui là sera indispensable pour la causalité, et un autre tirage au sort, un autre niveau en amont, qui est le tirage au sort de l'échantillon à partir d'une population mère, et ce tirage au sort-là, il sert à extrapoler les résultats de l'échantillon vers la population d'origine. D'accord ? Donc on va terminer avec quelques questions dites existentielles. Déduction versus induction. En matière de probabilité, on a une démarche déductive. Les joueurs qui font des paris fonctionnent dans un raisonnement déductif. À partir d'une population, quelles sont les prédictions pour les échantillons? Jeu de cartes, lancer de dés, lancer de pièces pile ou face. Quelle sera l'issue de notre résultat à partir d'une population qui seront tirés au sort? La méthode statistique, elle résonne dans l'autre sens, de façon inductive. On part d'un échantillon et à partir des informations que l'on obtient sur cet échantillon, on va induire les propriétés de la population dont l'échantillon est issu. Il faut comprendre aussi que cette population, parfois et très souvent, et dans notre domaine d'application de la santé, est complètement abstraite. Et donc, on ne va pas rentrer là dans le détail, mais on fait l'hypothèse que la population ressemble à notre échantillon. Donc on va raisonner de façon un petit peu, faire une espèce de petite galipette intellectuelle. On va dire, on ne connaît pas la population d'origine, parce que parfois la population d'origine c'est l'humanité, où ce sont toutes les femmes ayant accouché dans tel pays pendant l'année, etc. Donc on ne la connaît pas. Donc on fera une pirouette en quelque sorte, et on dira, les résultats que j'ai obtenus s'appliquent à la population de tous les gens qui ressemblent à mon échantillon. Et ce qui n'est pas, heureusement, pour plusieurs raisons, complètement faux. En matière de résultats de recherche, ce qu'il l'est plus en matière d'études de description. Autre question existentielle, les résultats obtenus pour un groupe sont-ils applicables à un individu particulier? La réponse est... Et si j'avais écrit non, vous auriez dit non? Hein? Donc on en revient toujours à cette notion qu'on a vue depuis le début, c'est que on considère le groupe comme homogène en tenant compte des facteurs que l'on connaît sur ce groupe à cette époque-là. Donc en tenant compte de notre niveau de connaissance et donc par conséquent de notre niveau d'ignorance. On regroupe ensemble des individus dans un groupe dit homogène selon les informations dont on dispose sur ces individus. Et dans ce cadre-là, on peut répondre que oui, que les résultats obtenus pour un groupe que l'on considère homogène étant donné l'état de nos connaissances est applicable à chaque individu. Autre question existentielle, comment finalement conclure à la causalité? Là, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je vous l'ai mis pour que vous l'ayez sur vos tablettes, sur le CD-ROM qui sera issu. Les différents critères de causalité établis par Bradford Hill, qui sont, on les liste rapidement, la force de l'association, ça c'est un résultat statistique, la relation dose-effet quand elle existe, l'absence d'ambiguïté chronologique, le fait qu'il y a une succession chronologique, que la cause vient avant l'effet, et non pas le contraire, la constance des résultats dans diverses études,
en termes de macro-analyse par exemple, le caractère plausible de l'hypothèse proposée, la cohérence des résultats et la spécificité de l'association. Alors, la spécificité de l'association, prenons un exemple, le tabac dont on sait aujourd'hui, après de longues études, en particulier anglaises, la fameuse cohorte de Deal, dont on sait maintenant qu'il est facteur de survenue du cancer des poumons, du cancer bronchique, pour autant ne vérifie pas le critère de spécificité. C'est-à-dire que, et d'ailleurs dans aucun des deux sens, le tabac n'est pas la seule cause de cancer bronchique. Et le tabac n'entraîne pas pour pathologie que le cancer bronchique, il entraîne d'autres pathologies. Donc le dernier critère de Bradford-Hill, le 7e, spécificité de l'association, on ne le retrouve pas avec le tabac. Donc tous les critères de causalité ne sont pas toujours retrouvés, et pourtant on aboutit à des informations, des conclusions, on fait des recommandations. Un autre exemple, c'est celle d'Edmond Rostand. Dans le roman d'Edmond Rostand, il y a le Chantecler, pardon, dans la pièce d'Edmond Rostand, avec le chant du coq. Chantecler, quand il se mettait à chanter, le jour se levait. Le lever du jour dépendait du chant du coq. Alors, on peut vérifier les critères de causalité, la force de l'association. Oui, plus le coq s'époumonne, plus le jour se lève. La loi d'aux effets, le soleil est d'autant plus éclatant que le coq aura chanté fort. L'ordre chronologique, qui est très très important. Là, en l'occurrence, le témoignage coléreux du grand-duc. Le grand-duc disait qu'il chante quand la nuit est encore bonne et fraîche. Donc il chante avant que le soleil ne se lève. Donc la chronologie est respectée. Et le dernier critère, qui était le plus frappant, c'était la spécificité dans les deux sens. C'est-à-dire que le coq ne chante pas au lever de la lune, il ne chante qu'au lever du soleil. Et c'est que les canards, eux, ne chantent pas au lever du soleil. Donc on avait une double spécificité. D'accord ? Donc normalement, il y avait un lien de causalité entre le chant du coq et le lever du soleil. Et en fait, dans l'histoire d'Edmond Rostand, la faisane dorée, qui était amoureuse de Chantecler et qui était donc jalouse du lever du soleil, de l'aurore, un jour l'a emmené, pendant une nuit, l'a emmené au concert de Rossignol, en pleine nuit. Et Chantecler a été complètement fasciné par le concert de Rossignol, et tellement fasciné qu'il en a oublié de chanter. Il oublie de chanter, et malgré tout, le soleil s'est quand même levé. Voilà. Et donc, tous les arguments qu'on a pu accumuler avec la seule observation ont été balayés d'un trait par l'expérimentation. On oublie, vous retenez que la dernière phrase, qu'il n'est pas toujours nécessaire de comprendre pour agir. Vous le verrez quand vous aurez le fichier, c'est l'histoire des grossesses à risque. On ne connaît pas les facteurs de risque. Enfin, on ne sait pas plutôt lutter contre les facteurs de risque, on les connaît, on a des scores, et on va donc mieux surveiller les femmes enceintes à risque que les autres. Donc la réponse, c'est qu'il n'est pas toujours nécessaire de comprendre, d'avoir une explication, pour autant pour agir et apporter une solution. Voilà pour la première partie de la présentation. Deuxième, troisième, quatrième, maintenant. Voulez-vous... Non. Ah non, on va aller très vite. Ce ne sont pas des grandes parties, c'était juste pour vous provoquer un peu. Voilà un deuxième livre que je vous recommande largement, en plus de celui-ci, de Harvey Motulsky, Biostatistique, une approche intuitive, et à partir duquel je vous ai préparé, alors on ne va pas les travailler ensemble, mais juste que vous les ayez aussi dans vos tablettes, des tableaux très simples. Premier tableau, comment choisir un test statistique pour des mesures quantitatives qui proviennent des distributions gaussiennes. Mesures quantitatives, distribution gaussienne, dite normale, selon l'objectif, le calcul ou le test à effectuer. De la même façon, comment choisir un test statistique pour des mesures quantitatives, mais cette fois dont la distribution n'est pas gaussienne, ou bien qu'il s'agisse de rang ou de scores. Et les tests sont les mêmes, que ce soit des quantitatives non gaussiennes, des rangs ou des scores. Vous avez un certain type de tests, pour la plupart non paramétriques, alors que le premier tableau c'était des tests paramétriques, en fonction de l'objectif.
Pour les valeurs binomiales, c'est-à-dire dont la réponse étant oui-non, homme-femme, 1-2, en 2 réponses, même chose, le calcul ou le test en fonction de l'objectif, et enfin les temps de survie qui ont là aussi des calculs ou des tests particuliers en fonction de l'objectif, et du fait que ce sont des variables temps de survie qui sont très différentes des variables précédentes. Troisième partie, tout ce qu'on vient de voir, jusque y compris les tableaux de choix des tests statistiques, ce sont les statistiques ou la statistique basée sur des hypothèses de distribution, des tables de probabilité et des lois de probabilité. Ce sera peut-être l'objet d'autres présentations, d'autres conférences, mais il est fascinant et parfois enthousiasmant, en tout cas c'est mon cas, de plonger dans les statistiques non paramétriques et les tests exacts, lesquels le plus souvent permettent de travailler sur des petits échantillons, voire des tout petits échantillons. Et là, je vous recommande la Bible, qui n'est pas encore traduite en anglais, Non-Parametric Statistics, qui a été faite d'abord pour les sciences du comportement par Sidney Siegel et Castellan, qui a repris la deuxième édition. Ça, c'est la Bible des tests non paramétriques. Alors, en 2 mots, pour pouvoir lire les deux tableaux de tests que je vous propose, il faut avoir cette information-là, que vous avez tous, c'est que on a différents types de variables, selon qu'elles sont mesurées dans une échelle d'intervalle, dans une échelle ordinale, dans une échelle nominale ou dans une échelle binomiale. Et que, selon cette gradation, on va perdre de l'information. On a plus d'informations dans une échelle d'intervalle, et on en perd, et encore, et encore. D'accord ? Prenez l'exemple de l'âge, par exemple. L'âge en années, voire avec des décimales, une échelle ordinale par catégorie d'âge, par tranche d'âge, on oublie nominal, et binomial, jeune, âgé, enfant, adulte. Voilà. Donc on perd de l'information. Donc voilà la première chose qu'il faut décortiquer de vos données. La deuxième chose, est-ce qu'il s'agit d'échantillons indépendants ou d'échantillons appariés? Vous verrez que les tests statistiques ne sont pas les mêmes selon que vos échantillons sont indépendants ou appariés. Et en fonction de ces 2 grilles de lecture, vous avez une grille globale. Vous regardez quel est le type de catégorie de votre variable, binomial, nominal, ordinal, échelle d'intervalle. Vous regardez s'il s'agit d'un seul échantillon, de 2 échantillons appariés ou indépendants, plus de 2 échantillons appariés. Vous avez ici les tests correspondants, le tableau. Alors, petits échantillons, en termes statistiques, c'est quand NP/NQ est inférieur à 5, c'est quand on sort des contraintes d'effectifs des tests paramétriques. C'est que les tests paramétriques ont des conditions d'utilisation, des conditions d'application. Quand on sort de ces conditions, on arrive à ce moment-là dans des échantillons dits petits. Tout à fait. Oui. Il n'y a pas un chiffre exact. Non, habituellement on considère qu'on a une distribution gaussienne au-delà à partir de 30 valeurs. Jusqu'à partir de 30 valeurs, on a une. Mais encore une fois, c'est le calcul des effectifs selon le test, les conditions d'application du test qui vous diront si vous avez le droit ou non d'appliquer votre test paramétrique classique. Si vous n'avez pas le droit, à ce moment-là, vous vous mettez à appliquer ces tests-là. En sachant que vous pouvez appliquer ces tests pour petits échantillons à des grands échantillons aussi. Ce qui n'est pas vrai dans l'autre sens. D'accord ? Et ça, c'est la suite du tableau que je ne pouvais pas mettre sur une seule diapositive, où on a maintenant plus de 2 échantillons indépendants avec un S, et une mesure de l'association entre variables. Encore une fois, toujours avec des tests. Ici, dans ce tableau, on a des tests non paramétriques et des tests exacts. Des tests basés sur des calculs mathématiques qui n'ont plus rien à voir avec les lois de distribution ni les tables de probabilité. Retenez ceci, quand la richesse d'information diminue, qu'on passe d'une échelle d'intervalle jusqu'au plus faible à une échelle, à une catégorie binomiale, lorsqu'on perd de l'information, l'exigence des tests augmente.
Les tests sont d'autant plus exigeants que la variable est moins informative. En revanche, le risque de première espèce, risque alpha, pour ceux qui ont quelques souvenirs, lui reste absolument inchangé. Par contre, le risque bêta, de deuxième espèce, va augmenter. Et si le risque, par calcul, le risque de bêta augmente, c'est que la puissance va diminuer. Donc, au global, lorsqu'on perd de l'information sur une variable, on perd de la puissance. D'accord ? Et enfin, dernier univers de la statistique, à l'inverse des petits échantillons, ce sont les grands tableaux. Ces immenses tableaux avec des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'individus. Et là, on rentre dans un univers qui est complètement différent, où les inventeurs de ces méthodes sont rentrés dans la géométrie, dans l'espace, mais non pas un espace à 2 ni 3 dimensions, mais un espace à n dimensions. Un espace euclidien où la distance statistique entre, non pas deux individus, mais de modalités concernant les individus, on ne travaille plus sur des individus, mais sur des modalités apportées, se rapprochant des individus, la distance statistique entre ces modalités d'individus est représentée graphiquement sous forme d'une distance euclidienne, sous forme d'un vecteur. Toute la base fondamentale mathématique de ces méthodes relève du théorème de Pythagore, aussi simple que ça puisse paraître. C'est basé sur le théorème de Pythagore qui ensuite a été développé. Et à partir de ces méthodes, on peut faire de l'analyse factorielle, multidimensionnelle, c'est-à-dire que en une seule analyse, vous avez une compréhension, une vue graphique de votre tableau, aussi grand soit-il. L'incontournable Bible de la méthode statistique du professeur Schwartz, que j'espère que vous avez tous sur votre table de nuit, oui, dès demain, d'accord, c'est le livre de base de générations de personnes qui ont été imprégnées et exposées à la statistique grâce au professeur Schwartz depuis plus de 30 ans. Et puis un autre ouvrage que je vous recommande, qui sont les erreurs habituelles en statistique et comment les éviter. Ça, c'est un ouvrage très, très intéressant, avec beaucoup d'exemples, et extrêmement pratique. Voilà. Donc pour finir, on va essayer ce qu'on a essayé de faire au début, d'établir la rigueur dans l'incertain. On a vu qu'on était dans l'incertain et on a essayé d'introduire de la rigueur. On a essayé d'assigner des lois au hasard, c'est ce que les statisticiens ont fait. Pascal parlait déjà à l'époque de la géométrie du hasard. Et pourtant, on travaille dans le risque et dans l'incertitude. C'est le paradoxe. C'est qu'on travaille sous une politique du risque d'erreur consentie. On l'a vu tout à l'heure. On consent un certain risque dans nos résultats et on sait que dans un certain pourcentage de cas, le résultat sera faux. On le sait d'emblée. Donc on est dans une science totalement de l'incertain, dont la finalité est de contrôler l'incertain. Donc c'est tout le paradoxe. Et comment est-ce qu'on s'y prend ? Eh bien, systématiquement, à chaque étape, en ayant recours au hasard. Notre ennemi numéro 1, au départ, c'est la variabilité, qui va créer de l'incertitude, donc du hasard, et l'outil premier qu'on va utiliser pour essayer de trouver une solution, ce sera le hasard à nouveau. Le test statistique n'évalue pas la vraisemblance de l'hypothèse en fonction des données, mais au contraire, le test statistique évalue la vraisemblance des données en fonction de l'hypothèse. Autre paradoxe. Encore un autre, c'est qu'on ne raisonne pas sur une hypothèse, mais on raisonne sur l'inverse de cette hypothèse, c'est-à-dire l'hypothèse nulle, ce qui est en soi intuitivement assez particulier. Et là aussi, pour établir la comparabilité de deux groupes, on fera à nouveau appel au fameux hasard. Et malgré tout, on aura quand même fait de la science. Je vous remercie.